Bonjour, je vais vous parler du protocole national de diagnostic de soins qui vient de récemment être mis en ligne sur le site de la Haute Autorité de Santé qui concerne le TRAPS. Le TRAPS, encore appelé en anglais Tumor Necrosis Factor Receptor Associated Periodic Syndrome ou en français syndrome de fièvre récurrente lié au récepteur du facteur de nécrose tumorale. Alors, il faut savoir qu'il s'agit d'une maladie extrêmement rare et que finalement les signes cliniques sont très peu spécifiques. Il s'agit d'une des fièvres récurrentes auto-inflammatoires. Donc, comme dans toutes les fièvres récurrentes auto-inflammatoires, le premier signe clinique, c'est la fièvre. La fièvre est particulière parce que dans les cas typiques de TRAPS, elle dure longtemps, jusqu'à 6 semaines par épisode de fièvre et elle récidive selon les patients 3 à 6 voire 12 fois par an. Donc il y a certains patients qui ont des épisodes de fièvre quasiment toute la durée de leur vie. Le début des signes cliniques est au cours de l'enfance, donc c'est les pédiatres qui sont d'abord confrontés aux patients avec un TRAPS. Ensuite, ça se poursuit tout au long de la vie, ce qui fait que même les médecins adultes peuvent diagnostiquer un TRAPS qui jusque-là n'avait pas été posé au cours de la pédiatrie. Les signes d'accompagnement du TRAPS sont de nouveau très peu spécifiques. Il y a habituellement des myalgies, des arthralgies, des arthrites, parfois des fasciites. Donc en gros, il s'agit d'une fièvre avec des arthromyalgies, donc effectivement, ce qui ne permet pas vraiment de faire un diagnostic très facilement. Ce qui peut aider, c'est les éruptions cutanées variées qui apparaissent au cours de la fièvre et qui récidivent au cours des poussées suivantes à l'identique. Alors chaque patient peut avoir son éruption cutanée. Ce qui va être spécifique, c'est que d'une poussée à l'autre, il s'agit de la même poussée d'éruption cutanée. Et enfin, il existe des signes plus rares, mais qui peuvent vraiment aider. C'est l'œdème périorbitaire et la conjonctivite pendant les épisodes de fièvre et des douleurs abdominales non spécifiques. Donc, lorsqu'on regarde les signes cliniques du TRAPS, on se rend compte qu'il s'agit d'une fièvre récurrente auto-inflammatoire très standard associée à des signes cliniques non spécifiques. Et peut-être la seule spécificité qu'on peut avoir, c'est la durée des poussées qui peut aller jusqu'à 6 semaines, mais qui, chez certains patients, peut aussi être que de 3 à 7 jours. Donc, pour faire un diagnostic, c'est extrêmement compliqué parce que c'est une maladie hétérogène, il n'y a pas de critères cliniques et la maladie, comme je vous l'ai dit, est extrêmement rare. Elle touche probablement moins d'une personne sur 1 million. Donc la probabilité que vous allez rencontrer un patient avec un TRAPS dans votre carrière est plutôt faible. N'empêche que faire un diagnostic est extrêmement important parce qu'il existe des traitements. On va y arriver. Donc le début le plus souvent au cours de l'enfance et en fait on va évoquer le diagnostic lorsque on a des antécédents familiaux. En effet, le TRAPS est une maladie génétique autosomique dominante, c'est-à-dire que l'interrogatoire retrouve des signes cliniques chez un ascendant direct. Alors, il peut s'agir de formes moins sévères que le patient que vous avez, mais l'interrogatoire permet de retrouver cet antécédent familial. Donc, normalement, on est censé ne pas évoquer le diagnostic si on n'a pas ces antécédents familiaux qui sont obligatoires pour poser le diagnostic. Et une fois qu'on a évoqué le diagnostic, on va devoir faire une génétique. Mais on n'est pas au bout de nos peines avec la génétique parce que la génétique ne permet pas forcément d'affirmer le diagnostic à coup sûr, sauf certains variants. Donc tous les variants observés dans les maladies, dans le TRAPS, dans le gène du TNFRSF1A, ne sont pas équivalents. Il y a essentiellement les mutations cystéines où on est sûr qu'elles sont pathogènes. Donc exemple, la mutation C30R qui est une des mutations fréquentes sur la rareté dans le TRAPS. N'empêche que les mutations cystéines, on sait qu'elles modifient fondamentalement la structure protéique et donc puisqu'il s'agit d'une mutation dans le récepteur du TNF, ce récepteur n'est pas adressé correctement à la membrane et donc la fonction du récepteur est nulle. Donc les mutations cystéines sont des mutations forcément pathogènes.
En revanche, tous les autres variants que nous pouvons observer sur le récepteur du TNFR-SFA sont beaucoup plus discutables, notamment le variant de séquence R92Q qui est assez fréquent, qu'on peut retrouver jusqu'à 2% dans la population générale, qui pourrait être un facteur favorisant de donner des signes cliniques auto-inflammatoires, mais qui ne sont souvent pas suffisants pour pouvoir poser le diagnostic. Donc lorsqu'on trouve un variant qui ne modifie pas la structure protéique, il faudra avoir une discussion collégiale pour savoir si ce variant peut être responsable de la symptomatologie et déboucher donc sur des traitements spécifiques du TRAPS, ou s'il s'agit simplement d'une présence d'un variant comme d'autres personnes dans la population générale qui sont tout à fait sains. Donc la génétique n'est pas non plus toujours d'une très grande aide et nécessite très probablement une poursuite de discussion entre spécialistes. Alors la bonne nouvelle, c'est que le TRAPS a, malgré sa rareté, des traitements. En premier, comme toutes les fièvres récurrentes auto-inflammatoires, en dehors de la FMF, on va proposer aux patients des corticoïdes à la demande. Qu'est-ce que j'appelle des corticoïdes à la demande? C'est lorsque le patient a une poussée inflammatoire de sa maladie, il va prendre une corticothérapie au début de l'accès inflammatoire qui va poursuivre pendant quelques jours, le temps que la poussée se calme, et puis il va reprendre une corticothérapie lors du prochain épisode. Donc ça, c'est la recommandation aujourd'hui officielle du traitement du TRAPS. Donc débuter une corticothérapie à 0,5 à 1 mg kg jour avec un maximum de 60 mg par jour pour les adultes. On débute le premier jour de l'accès inflammatoire et on poursuit pendant 2 à 10 jours. Ça va dépendre de chaque patient. Donc on va tester combien de jours chaque patient a besoin de corticoïdes pour être soulagé. Pour la majorité des patients, la corticothérapie à la demande est suffisante pour juguler les accès inflammatoires. Dans nos cohortes, lorsqu'on regarde de près nos cohortes de TRAPS, finalement, il y a entre 60 et 80% des patients qui sont avec une corticothérapie à la demande seule. Alors, ce qui est important, c'est que le patient va prendre cette corticothérapie en automédication. Donc, il va devoir être éduqué pour reconnaître une poussée inflammatoire et il va devoir être éduqué pour savoir quand ce n'est pas une poussée inflammatoire et quand il a besoin de consulter chez son médecin généraliste ou chez son médecin traitant pour un examen clinique lorsque ce n'est pas une poussée inflammatoire. Donc la corticothérapie à la demande doit s'accompagner d'éducation thérapeutique pour que le patient puisse autogérer sa crise. Le traitement alternatif à la corticothérapie va se discuter lorsque le patient soit ne répond pas suffisamment à la corticothérapie ou lorsque les doses de corticoïdes sont trop importantes. En effet, des patients qui font des crises très très fréquentes, il n'est probablement pas raisonnable de leur donner des corticoïdes plus souvent qu'une fois tous les 2 mois. Et à partir du moment où une indication, un traitement alternatif a été posé, en fait récemment on a eu la chance d'avoir l'autorisation de mise sur le marché d'un des anti-IL-1 qui permet donc de traiter ces patients qui nécessitent des doses de corticoïdes trop élevées ou qui ne supportent pas les corticoïdes. Néanmoins, avant d'arriver à ces traitements anti-IL-1, il faudra se poser la question s'il faudra un traitement anti-IL-1 à la demande ou un traitement au long cours. Ça va dépendre de beaucoup avec la discussion qu'on va pouvoir avoir avec le patient. Certains patients préfèrent un traitement au long cours et ne plus avoir d'accès inflammatoire du tout. Ça, c'est l'idéal si on arrive à ce stade-là. Et puis d'autres personnes préfèrent finalement un traitement exclusivement à la demande comme lors de la corticothérapie, comme ils ont fait pendant les premières années de la vie. Alors clairement, le traitement à la demande doit être réservé aux patients qui ont des poussées très très claires, donc un début et une fin claire. Pour les patients qui ont une forme plus chronique, ce qui est le cas malheureusement chez un grand nombre d'adultes, de patients adultes, un traitement au long cours est nécessaire.
Alors, lorsqu'on va discuter les traitements anti-IL1, nous avons en France 2 molécules qui sont à la demande, qui sont accessibles. Il y a l'anakinra, le Kineret, mais qui dans le TRAPS va être pour l'instant prescrit hors autorisation de mise sur le marché. Et puis, nous avons le canakinumab ou Ilaris, qui va pouvoir être prescrit au long cours. Je reviendrai sur la prescription de canakinumab. Sachez quand même que le prix de ces molécules n'est pas le même. Le canakinumab, lorsqu'on le prescrit, il faut être au courant qu'une injection coûte 12 000 €. Donc 12 000 €, ça nécessite donc vraiment une balance bénéfice-risque. Est-ce que le patient nécessite ce traitement? Est-ce que vraiment il en a besoin? Donc là, réellement, on est dans les discussions spécialistes et très probablement, il serait bon de maintenir une indication du canakinumab après une RCP, comme une RCP de la filière par exemple. Alors, lorsqu'on décide d'aller à l'anakinra à la demande, le traitement va être de la même manière que la corticothérapie à la demande. Le patient va commencer les injections d'anakinra le premier jour de la crise et il va le poursuivre pendant 5 à 7 jours, le temps que l'accès inflammatoire disparaisse. Pour l'adulte, il s'agit d'une injection par jour pendant 7 jours. Pour l'enfant, il faudra faire en sorte qu'il ne dépasse pas les 2 à 3 mg kilo. Et donc, en fait, il faudra jeter la partie d'anakinra de la seringue pré-préparée dont il n'a pas besoin. Donc, ça, c'est des calculs à faire pour le patient. Là, de nouveau, et encore plus indispensable que lors de la corticothérapie, une éducation thérapeutique est vraiment nécessaire. Il faut que le patient sache quand il peut faire l'anakinra à la demande ou si il doit consulter parce que ce n'est pas une poussée de la maladie. En effet, ce serait probablement vraiment pas indiqué de mettre des anti-IL1 lorsque le patient a une infection par ailleurs. Par ailleurs, donc, tous ces médicaments nécessitent une éducation thérapeutique aux auto-injections. Donc, il faut être capable soi-même d'injecter le produit, puisque, surtout si on le fait à la demande, il est compliqué d'organiser une infirmière à domicile pour qu'elle vienne faire l'anakinra. Donc, tout ça nécessite quand même donc, une éducation thérapeutique. Lorsqu'on décide de passer au canakinumab au long cours, en fait, il faut savoir qu'il y a une surveillance post-marketing qui a été demandée par l'ANSM ou laboratoire pharmaceutique. Donc, il y a un registre de surveillance qui a été demandé. Donc, aujourd'hui, un patient qui reçoit du canakinumab pour le TRAPS doit être inclus dans ce registre et doit être suivi dans le cadre de ce traitement au long cours. Probablement, ce registre va courir pour 3 à 5 ans. Tout ça, c'est pour savoir s'il y a des effets secondaires du canakinumab dans le TRAPS ou d'ailleurs dans les autres fièvres récurrentes aussi, et évaluer l'efficacité et essayer d'évaluer la dose la plus juste possible. Actuellement, l'AMM pour le TRAPS est une injection donc, de canakinumab toutes les 4 semaines, même si on pense que tous les patients n'ont pas besoin d'une injection de toutes les 4 semaines, que toutes les 6, voire toutes les 8 pourraient suffire pour quelques-uns d'entre eux. C'est la raison donc, pour laquelle il y a ce registre. Et lorsque vous mettez un patient sous canakinumab, il va être inclus dans ce registre. On reviendra probablement vers vous avec la décision quel va être ce registre, parce que pour l'instant, l'ANSM n'a pas encore choisi le type de registre, mais sachez qu'il existera. Alors, d'autres traitements de fond sont proposés pour le TRAPS. N'empêche qu'ils sont moins efficaces que ceux que je viens de vous présenter. On peut éventuellement essayer la colchicine, mais la colchicine n'a pas d'efficacité prouvée pour les mutations entraînant des modifications structurelles du récepteur du TNF, ce qui veut dire que toutes les mutations cystéines ne peuvent pas avoir de colchicine. Ça ne sert à rien de donner de la colchicine à un patient qui a une mutation vraiment sévère. N'empêche que ça peut être une proposition pour les patients qui ont un variant mineur, tel que le variant dont je vous ai déjà parlé, R92Q, ou un autre variant mineur qui se retrouve aussi dans la population générale, le P46L.
Donc ça, c'est une discussion qu'on peut avoir pour les formes les moins sévères lorsque la corticothérapie, pour essayer de diminuer le nombre de corticoïdes que les patients doivent prendre. Après, intellectuellement, on avait envie de dire que les traitements anti-TNF allaient bien marcher puisque le TRAPS est une mutation dans le récepteur du TNF, mais les études cliniques ont montré une efficacité très décevante, notamment de l'étanercept, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce médicament est vraiment situé en deuxième, voire troisième position après échec des anti-IL1 seulement. Il faut en revanche savoir que si on donne des anti-TNF monoclonaux, dans le TRAPS, on peut avoir des réactions paradoxales avec une aggravation clinique du patient lorsqu'il est sous anti-TNF monoclonal. Donc ça, c'est un médicament à ne pas prescrire chez les patients avec un TRAPS. Ensuite, je vous ai déjà parlé pas mal des traitements non pharmacologiques. Dans les maladies rares, comme dans toutes les maladies chroniques, il ne faut pas sous-estimer l'aide que peuvent apporter les traitements non pharmacologiques. Notamment pour les patients avec une maladie auto-inflammatoire, la prise en charge de la fatigue est extrêmement importante. Donc il faut donner aux patients des moyens de gérer leur fatigue, de gérer la douleur qu'ils peuvent avoir au cours des poussées inflammatoires. Et promouvoir une activité physique et ou sportive très importante parce que cette activité physique ou sportive permet d'améliorer l'état général des patients, donc c'est plus que dans la population générale. Il existe des plaquettes pour les patients avec des maladies auto-inflammatoires pour savoir comment ils peuvent faire une activité physique et ou sportive malgré leur maladie. Il suffit de les demander à la filière qui va pouvoir vous les envoyer. Ensuite, comme dans toute maladie chronique, une prise en charge psychologique est préconisée. Et puis, je vous ai déjà parlé pas mal de l'éducation thérapeutique qui est nécessaire pour que le patient reconnaisse sa fièvre, qu'il reconnaisse sa crise, qu'il sache s'auto-médiquer avec les traitements qu'il va avoir en prescription par son médecin spécialiste. Donc, il est clair que les patients vont devoir devenir experts de leur pathologie. Vu la rareté du syndrome, c'est souvent eux qui connaissent le mieux la maladie, beaucoup mieux que leur médecin de proximité le plus souvent. Donc, en fait, c'est eux les experts et donc, en fait, l'éducation thérapeutique appartient à ce qu'ils deviennent experts, même dans les traitements. La surveillance va être très standardisée et va rejoindre la surveillance de toutes les fièvres récurrentes auto-inflammatoires. On va utiliser le score d'activité des maladies auto-inflammatoires, le score EDAY, qui est un score validé, qui est disponible sous différentes formes, papier, Internet, petite application. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut donner aux patients. Donc on peut suivre l'activité de la maladie sur ce score que le patient remplit lui-même lorsqu'il a des signes cliniques. Et ça permet de savoir si la maladie est active ou non. Et ça permet d'adapter les traitements par la suite avec quelque chose que le patient fait chez lui à la maison. Il ne faut pas oublier les échelles de qualité de vie. Pour moi, les échelles de qualité de vie appartiennent à une consultation normale de suivi pour un patient avec une maladie auto-inflammatoire. Donc, une échelle de qualité de vie une fois par an permet de vérifier que l'insertion sociale et professionnelle reste bonne et que la qualité de vie du patient reste bonne. Une trop mauvaise qualité de vie, malgré une activité un score d'activité faible peut nécessiter des adaptations de traitement et discuter s'il ne faut pas passer à la vitesse supérieure du traitement si la qualité de vie est très mauvaise. C'est surtout vrai pour les patients où la maladie est très active. En réalité, effectivement, lorsqu'on a très souvent de la fièvre et qu'il y a un absentisme scolaire pour les enfants ou un absentisme au travail important, il est difficile d'avoir une bonne qualité de vie. Et puis, comme dans toutes les maladies auto-inflammatoires, il faut surveiller l'apparition d'une éventuelle amylose secondaire, donc avec les moyens habituels, protéinurie sur échantillon urinaire, au moins une fois par an, voire 2 fois par an, et l'absence de syndrome inflammatoire intercritique, au moins à rechercher une fois par an, mais c'est comme dans toutes les maladies auto-inflammatoires.
Donc en gros, le TRAPS est une maladie auto-inflammatoire comme les autres. Elle est probablement beaucoup plus rare. La prise en charge va être la même que dans les autres maladies auto-inflammatoires, avec la surveillance notamment et l'éducation thérapeutique. Pour plus de détails, je vous renvoie sur le PNDS qui donc est en ligne sur l'HAS, mais aussi sur le site de la filière. Et puis, bien sûr, les centres de référence restent à disposition pour des questions. Et nous avons donc des RCP dans le sein de la filière et aussi au centre de référence pour les patients éventuels avec un TRAPS pour améliorer leur prise en charge. Voilà, je vous remercie.